Oui, bonjour. Je me demande, est-ce que vous pouvez voir l'écran, vous m'entendez? Oui, monsieur, vous voir Oui, l'écran. oui. C'est bon? Bon, y a-t-il des questions sur la première série de TD? S'il y a des questions, on peut la reprendre. Vous l'avez révisé, vous l'avez compris? Oui, monsieur, tout est clair. C'est bon, d'accord. Bon, sinon, je peux revoir un petit peu quelques questions sur la première série. OK. Donc, on passe à la Monsieur, deuxième série. Oui, est-ce qu'on peut refaire l'exercice 4 de la série 1? 4 de la série 1. D'accord. Y a-t-il des questions précises? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans cet exercice? Vous m'entendez? Monsieur, j'ai pas compris comment on a obtenu la dégénérescence de ces 5 premiers niveaux. D'accord. Bon. Alors, je vais au schéma. Voilà le schéma que j'ai ici. Bon, là, comme j'ai dit la dernière fois, que pour schématiser les différents états quantiques, normalement, ces états quantiques, ils sont en fonction de nx, ny, nz. D'accord? Et dans le cas où j'ai résolu l'équation de Schrödinger avec les conditions périodiques, c'est-à-dire pour les nx, ny, nz appartenant à z, c'est-à-dire toutes les valeurs de ni appartenant à z, que ce soit positif ou négatif. J'ai donné un exemple simple de quelques états que j'ai pu schématiser sur un espace de phase de coordonnées x, y, z. Et bien sûr, supposons qu'au début, j'ai un niveau d'énergie qui est égal à 0. E est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nx est égal à 0, ny est égal à 0, nz est égal à 0. Du fait que la relation qui lie l'énergie est nx, ny, nz, je l'ai écrit, où est-ce qu'il est exactement? Je crois dans l'énoncé. Voilà. Elle est en fonction de l'énergie de cette manière. Bien sûr, 3 demi h par oméga, c'est une constante. Donc, l'énergie, elle est proportionnelle à la somme de nx, ny, nz. D'accord? Donc, les valeurs que je peux avoir pour les niveaux d'énergie fondamentales, c'est-à-dire E est égal à 0, c'est nx est égal à 0, ny est égal à 0, nz est égal à 0. D'accord? Si je monte un petit peu au deuxième niveau, c'est-à-dire E est égal à 1 par exemple, bien sûr, 1 fois la constante. Ça veut dire que la somme de nx, ny, nz est égale à 1. D'accord? Pardon, ce sont des entiers naturels. Ce n'est pas z comme j'ai confondu avec l'exercice concernant une particule confinée dans une boîte. D'accord? Là, c'est un oscillateur harmonique. Ça veut dire que nx plus ny plus nz est égal à 1. Dans quel cas je peux avoir cette somme est égale à 1? Si j'ai trois états quantiques, le premier état 0, deuxième état 0, troisième état 1, ou bien l'inverse, 0, 1, 0, ou bien 1, 0, 0. Donc, je peux avoir trois états quantiques qui me donnent la même énergie. C'est-à-dire le premier niveau d'énergie, comme je l'ai expliqué ici. Le premier niveau d'énergie, c'est le niveau fondamental. N est égal à 0. Ça veut dire la somme est égale à 0. Donc, je ne peux avoir que comme solution de cette équation nx plus ny plus z est égal à 0 que si le triplet nx, ny, nz est nul. Donc, il y a un seul état qui va me donner l'énergie est égale à 0. Donc, la dégénérescence, c'est quoi? La dégénérescence, par définition, c'est le nombre de micro-états qui ont la même énergie. Et dans ce cas, du fait que je parle de l'énergie 0, donc je ne peux avoir qu'un seul état dont l'énergie est égale à 0. Ça veut dire G0 est égal à 1. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque je passe au niveau n est égal à 1, il faut que la somme est égale à 1. Du fait que 3 demi h par oméga, c'est une constante. Donc, je joue sur la somme de nx, ny, nz. Et là, cette somme est égale à 1, sachant que nx, ny, nz sont des entiers naturels. D'accord? Des entiers naturels. Comme c'est conditionné dans l'énoncé. Ça veut dire qu'il y a trois cas que je peux avoir.
soit 1, 0, 0, soit 0, 1, 0, soit 0, 0, 1. Donc, voilà les trois cas que je peux avoir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je peux avoir trois micro-états, ou trois états quantiques qui donnent la même énergie. La même énergie, c'est quoi? Epsilon est égal à 1 plus 3 demi h bar oméga. Ça veut dire l'énergie dans ce cas-là est égale à 5 demi h bar oméga. Par contre, dans le premier cas, l'énergie est égale, c'est pas 0, pardon, c'est 0 plus 3 demi h bar oméga. Ça veut dire 3 demi h bar oméga. C'est l'énergie fondamentale. Et ainsi de suite. Chaque fois, je cherche à résoudre l'équation nx plus ny plus nz est égal à 1, est égal à 2, est égal à 3, et je cherche combien j'ai de micro-états ou bien d'états quantiques qui sont définis par ce triplet-là. Combien j'ai de triplets qui me définit que la somme est égale à une constante telle. 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur, j'ai compris, merci. D'accord. Et là, il faut faire une suite arithmétique. D'accord? Parce que je remarque que je passe de 1 à 2 à 3, pardon, j'ajoute pour le premier 2, pour le deuxième 3, pour le troisième 4, pour le quatrième 5, ainsi de suite. Donc, je remarque une suite arithmétique dont le premier terme est égal à 1 et la raison est égale à 1. Donc, la somme, je l'ai calculée ici à partir des valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je sais que la suite arithmétique, je peux l'écrire ainsi. Et là, il y a deux lignes, je peux l'expliquer. Vous pouvez vous-même chercher un petit peu sur Internet. Si vous ne rappelez pas comment chercher, comment trouver la somme d'une suite arithmétique, et vous allez trouver que 1 plus 2 jusqu'à n plus 1, ce n'est que n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Ou bien jusqu'à n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. C'est la somme d'une suite arithmétique. Et puisque je m'arrête à 4, qui est égal à G3 plus 5, donc je dis plus n plus 1. C'est pourquoi j'ai ajouté là n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2, qui me donne la valeur 15. D'accord? Et G3, je le calcule de même en faisant une suite, la somme d'une suite arithmétique. Si j'ai par exemple dit oscillateur harmonique G10, je fais de même 1 plus 2 jusqu'à 10 et je ne peux pas reprendre les choses, combien j'ai de dégénérescence pour le premier niveau, le deuxième niveau, etc. Mais j'applique la somme d'une suite arithmétique. On est d'accord? Alors, je reviens à la série 2. Merci, monsieur. OK. Bon, la série 2, j'ai commencé par un exercice simple. Qui parle d'une particule qui est dans un puits, comme j'ai donné cet exemple en cours, de potentiel infini et dont la largeur est égale à A. Avec les niveaux d'énergie dans ce cas-là, dans ce puits-là, c'est En est égal à H bar au carré, I au carré sur 2MA au carré, multiplié par N au carré. N, c'est le niveau d'énergie, d'accord? Qui peut être égal à 0, le fondamental, 1, 2, ainsi de suite. La première question, c'est on demande de chercher la séparation énergétique entre deux niveaux voisins. C'est-à-dire, je prends En plus 1 et je cherche à quoi est égal delta En. D'accord? Pour la comparer avec En. Et après, on demande de chercher est-ce qu'on peut appliquer la physique classique dans le cas où la masse de la particule est importante, ça veut dire elle est de l'ordre d'1 centimètre par exemple, ou la masse est importante de l'ordre de 1 gramme par exemple, ou la largeur des puits serait grande par exemple de l'ordre de 1 centimètre. C'est-à-dire si je travaille dans le monde macroscopique. Macroscopique, 1 gramme, je peux le peser, 1 centimètre, je peux le mesurer, aucun problème. D'accord? Dans ce cas, je peux appliquer la physique classique. Sinon, je dois appliquer la physique ou la mécanique quantique. D'accord? Et après, on demande de montrer que la physique appliquée est aussi classique
pour tous les niveaux d'énergie éloignés du niveau fondamental. C'est-à-dire, si n est très grand, je suis très très loin du niveau fondamental, je dois appliquer aussi ce qu'on appelle la physique classique. Bon, j'ai donné toutes ces applications d'un proton de masse telle, de largeur de puits, j'ai donné telle, etc. Alors, je passe à la correction. Dans ce cas, voilà le niveau d'énergie que j'ai schématisé. Par exemple, En, le niveau d'énergie N, d'accord? Il y a le niveau qui est plus bas, En-1. Le niveau qui suit En, c'est En plus 1. Et delta En, c'est quoi? Delta En, ce n'est que le niveau d'énergie, par exemple, En plus 1 moins En. Je cherche à quoi est égal, en fonction, bien sûr, de N. Alors, entre deux niveaux voisins, par exemple N et N plus 1, la séparation énergétique entre le niveau N plus 1, c'est tout simplement en faisant la différence. En plus 1, c'est quoi? C'est pi au carré h bar au carré sur dma au carré, facteur de N plus 1, le tout au carré. Moins En, c'est pi au carré h bar au carré sur 2ma au carré, moins N au carré. D'accord? Et en faisant cette différence-là, ça me donne de N plus 1. Ça me donne de N plus 1. Voilà quoi est égal la séparation énergétique entre deux niveaux quelconques, d'ordre N. Jusqu'à présent, je ne sais pas si N est faible ou grande, s'il est proche de l'état fondamental ou très loin, etc. Là, ça ne m'intéresse pas. La question dit que chercher la séparation énergétique, ce que j'ai fait. Et après, on dit que si la masse de la particule, elle est importante, ou bien la largeur du puits, elle est grande. Autrement dit, si N est très supérieur à 1, d'accord, est très supérieur à 1, ou A est très supérieur à 1, c'est ça, lorsque je parle d'une masse qui est importante ou bien d'une largeur qui est importante. Donc, je la compare à 1, d'accord, d'une façon générale. Alors, à quoi est égal delta N dans ce cas-là? D'accord? Alors, delta N, c'est pi au carré h bar au carré sur 2ma au carré. Donc, si n est très supérieur à 1, a est très supérieur à 1, d'accord? Bien sûr, delta En, que j'ai ici, le dénominateur tend vers l'infini, bien sûr, cette valeur-là, elle tend vers 0. D'accord? Elle tend vers 0. Donc, le delta En devient négligeable. Qu'est-ce que ça veut dire négligeable? Ça veut dire que le passage d'un niveau à un autre se fait d'une manière continue. D'accord? Se fait d'une manière continue. Ce que j'ai dit ici, je dis que la différence entre deux niveaux voisins devient très faible. Ainsi, l'énergie, il va varier d'un niveau à l'autre d'une façon continue. De ce fait, je peux suivre l'évolution de la particule à chaque instant. Donc, j'ai aucun problème, comme si j'ai l'énergie qui varie d'une manière continue en fonction des coordonnées, dans ce cas, le niveau d'énergie, d'accord? Et bien sûr, la physique appliquée dans ce cas ne peut être que classique, parce que je peux suivre l'évolution de la particule d'une manière continue. J'ai aucun problème. La troisième question dit que pour les niveaux d'énergie qui sont éloignés du niveau fondamental, qu'est-ce que ça veut dire éloigné? Ça veut dire que N va être très grande. On sait que delta En sur En, c'est quoi? Delta En sur En, si je reviens à la formule que j'ai calculée ici, je divise par En comme si je divise par pi au carré h bar au carré sur 2ma au carré, N au carré. D'accord? Donc, là, je simplifie pi au carré h bar au carré sur 2ma au carré, il reste que 2n plus 1 sur n au carré. D'accord? De n plus 1 sur n au carré, du fait que n est très grande, je peux négliger 1 devant n, d'accord, devant 2n, il reste que 2n sur n au carré, qui est à peu près égal à 2 sur n. Et du fait que n elle est très grande, tend vers, par exemple, vers l'infini, c'est une valeur qui est très grande, je peux dire que 2 sur n tend vers 0. Qu'est-ce que ça veut dire tend vers 0? Ça veut dire que l'erreur relative que je peux commettre sur l'énergie d'un niveau très loin du niveau fondamental, elle est très très faible. D'accord? Elle est très très faible. Ça veut dire que la physique aussi appliquée dans ce cas-là, elle est aussi classique. D'accord? Parce que l'erreur que je peux commettre en passant d'un niveau à autre, l'erreur relative bien sûr, c'est une erreur qui est négligeable et bien sûr, la delta En, je peux dire qu'elle est très très faible devant En et
puisqu'il tend vers 0. Et là aussi, je parle de la continuité. D'accord? C'est-à-dire, je peux suivre l'évolution de la particule en fonction des niveaux d'énergie. J'ai donné un exemple d'un proton dont la masse est égale à 1,7 10-27, dont la largeur des puits est égale à un électron, à 10-10 mètres, et on cherche la variation d'énergie cinétique, d'accord, delta E. Alors, on sait que En, par définition, ce qui est donné dans l'énoncé, c'est pi au carré, h bar au carré sur 2ma au carré, n au carré. Donc, je fais une petite application numérique en remplaçant déjà, on simplifie un petit peu les choses, parce que h bar, c'est quoi? H bar, c'est h sur 2pi. Ça veut dire h bar au carré, c'est h au carré sur 4pi au carré. Donc, je peux simplifier pi au carré par pi au carré. Et là, j'ai 4 fois 2, ça fait 8. D'accord? Donc, je vais avoir que En, c'est h au carré sur 8 ma au carré fois n au carré. H, c'est la constante de Planck, est égale à 6,63 10-34. 8 fois la masse du proton, 1,7 10-27, fois la largeur des puits, 10-10, au carré, ça fait 10-20, multiplié par n au carré. Et bien sûr, ce que je trouve ici, c'est une énergie qui est donnée en joules. Je dois la convertir en électron-volts. D'accord? Sinon, je vais trouver des valeurs qui sont très, très faibles, de l'ordre de moins 21, moins 22, etc. 10 moins 21, 10 moins 22. Donc, si je la convertis en électron-volts, je dois diviser par la charge d'un électron, 1,6, 10 moins 19, qui me donne 0,02 n au carré en électron-volts. D'accord? Donc, si je cherche à quoi est égal delta En sur En, c'est tout simplement 2n plus 1 sur n au carré, d'accord? Qui est, si je fais passer En de l'autre côté, delta En donne En fois 2n plus 1 sur n au carré. Et bien sûr, je simplifie de n au carré plus 1 sur n au, je simplifie par En qui est égal à 0,02 n au carré. Donc, j'ai ici 0,02 n au carré sur n au carré, ça fait 0,02, multiplié par 2n plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que delta En, elle est égale à 0,02 2 fois n plus 1. Lorsqu'on n'est pas loin du niveau fondamental, c'est-à-dire si n est petit, delta En reste du même ordre de grandeur que les énergies eux-mêmes. C'est-à-dire si n est égal à 1 ou 2 ou 3, etc. Donc, je reste toujours proche de 0,02. D'accord? De 0,02. Donc, je peux dire que delta n, il va rester du même ordre de grandeur que les énergies elles-mêmes. C'est ça la question qui a été posée dans la 4e question, petit a. Dans petit b, cette fois-ci, au lieu de prendre une largeur de l'ordre de 1 électron, 10-10, puisqu'il est là, voilà. Là, je vais prendre une région un peu macroscopique de l'ordre de 1 cm. Ça veut dire que la largeur du puits ici est égale à 1 cm. On va essayer de chercher le niveau d'énergie d'un atome d'hydrogène dont l'énergie est égale à 2-10-2 électronvolts. C'est-à-dire où se trouve le niveau d'énergie, d'accord? Autrement dit, à quoi est égal N, l'ordre du niveau d'énergie, pour que l'énergie de cet atome d'hydrogène est égale à 2-10-2 électronvolts. Donc, je reviens toujours à la formule qui me donne En en fonction de N, c'est-à-dire qu'on varie l'énergie avec l'ordre, avec le niveau d'énergie N, c'est H au carré sur 8 MA au carré fois N au carré. Je fais une application numérique avec les données que j'ai, c'est-à-dire la masse est égale à 1 centime et A est égal à 1 centime. La masse d'un proton, d'accord, c'est 1,7 10-27, d'accord? Oui, je me suis trompé ici. Là, j'ai fait copier-coller avec celui-là. Non, c'est 10-3, 10-3 au carré. Ça fait 10-6, pardon. 10-6. Donc, il y a une erreur ici. Alors, bien sûr, fois n au carré, je divise par 1,6 10-19, qui me donne 10-18 n au carré. D'accord?
2 10 moins 18 n au carré, ça c'est quoi? C'est l'énergie En qui est égale à 2 10 moins 2 électronvolts. Donc n au carré à quoi est égal? Et n au carré est égal à 2 10 moins 2 divisé par 2 10 moins 18, qui est égal à 10 puissance 16. Et 10 puissance 16, sa racine carrée, c'est n qui est égal à 10 puissance 8. Ça veut dire que le niveau d'énergie où E est égal à 2 10 moins 2 électronvolts, c'est n est égal à 10 puissance 8. Vous voyez où se trouve le niveau d'énergie. C'est-à-dire 10 puissance 8, c'est presque 100 milliards. D'accord, le niveau 100 milliards. 100 millions, pardon, 100 millions. 10 au carré fois 10 puissance 6. Oui, 100 millions. Ça veut dire que le niveau d'énergie, 100 millions, là où j'ai pu trouver l'énergie En est égale à 2 10 moins 2. D'accord? Et si je cherche aussi à quelle est l'erreur relative que j'ai pu commettre pour ce niveau d'énergie, n est égal à 10 puissance 8, je cherche delta En sur En, qui est égal à 2 sur n, d'accord? Et qui est égal aussi à 2 sur 10 puissance 8 en remplaçant n par 10 puissance 8. Et bien sûr, 2 sur 10 puissance 8, c'est un chiffre qui est 0,00001, je ne sais pas combien de fois, 1. Donc, c'est un nombre qui est négligeable devant 1. D'accord? C'est-à-dire là aussi, l'erreur que j'ai pu commettre, l'erreur relative que j'ai pu commettre pour une région macroscopique de l'ordre de 1 cm, elle est très très faible. D'accord? Elle est très très faible. Pour vous dire que là, on peut appliquer facilement la mécanique classique. D'accord? Lorsqu'on est dans une région macroscopique. Oui? On passe à l'exercice 2. Monsieur, comment on a passé de ma au carré à 8ma au carré dans la quatrième Là, je question? reviens ici. Oui, je comprends. Je reviens ici. Je remplace h bar par h sur 2pi. H bar, c'est quoi? C'est h sur 2pi. D'accord? Et h bar au carré, c'est h au carré sur 4pi au carré. Donc, je remplace h bar au carré par h au carré sur 4pi au carré. Je simplifie pi au carré par pi au carré que j'ai ici au numérateur et le 4 multiplié par le 2. Donc, ça fait 8. On est d'accord? Oui. C'est bon? Je passe au deuxième exercice. Alors, qu'est-ce qu'il dit le deuxième exercice? Il dit que si on a un système idéal de n particules de spin 1,5. Lorsque je dis de spin 1,5, ça veut dire il ne peut avoir que de moments magnétiques, soit moins mu0, soit plus mu0. D'accord? Ce sont des électrons. Lorsque je dis les particules de spin 1,5 sont déjà des fermions, parce que les fermions ont des spins demi-entiers, qui peut être 1,5, 3,5, 5,5, etc. Et les particules qui ont des spins 1,5, ce sont des électrons. D'accord? Et bien sûr, lorsque j'ai dit, là, je l'ai expliqué en cours, S, dans ce cas, est égal à 1,5. Donc, SZ peut prendre deux valeurs, soit moins 1,5, soit plus 1,5, puisqu'on fait un pas de 1. D'accord? 1,5 et moins 1,5. Donc, on n'aura que deux cas, c'est-à-dire que ce spin ne peut avoir que de moments magnétiques, mi-0. S'il est orienté vers le haut, c'est-à-dire vers le champ magnétique, supposons que le champ magnétique, je l'ai placé vers un axe Z quelconque. S'il est orienté vers le haut, le moment magnétique est égal à mi-0. S'il est orienté vers le bas, le moment magnétique est égal à moins mi-0. Bien sûr, si ce système est placé dans un champ magnétique extérieur B. Et du fait que j'ai un certain nombre de particules, bien sûr, ces nombres de particules, ils peuvent avoir des moments magnétiques dans les deux sens. Peut-être dans le sens vers le haut, peut-être vers le bas. D'accord? Bien sûr, là, on va définir une certaine probabilité pour que le moment magnétique d'un spin soit orienté vers le haut. Je l'appelle P. Et une autre probabilité pour que le moment magnétique soit orienté vers le bas. D'accord? Donc, je dois définir, puisqu'on n'est que deux cas. On n'a que deux cas. Un cas où le moment magnétique est orienté vers le haut. Supposons que je schématise le haut par le sens du champ magnétique B.
soit la probabilité pour que Q pour que le moment magnétique soit orienté vers le haut. D'accord? Et bien sûr, si il y a absence du champ magnétique, le même nombre de moments magnétiques orientés vers le haut est égal au nombre de moments magnétiques orientés vers le bas. D'accord? Parce que je ne peux pas dire que je peux pas dire que je vais avoir plus de moments magnétiques orientés vers le haut que vers le bas. D'accord? Il n'y a aucune logique qui dit ça. Surtout si le nombre n est très important. D'accord? Donc, dans ce cas, en l'absence du champ magnétique, P est égal à Q est égal à n demi. Ça veut dire qu'il y a autant de nombres magnétiques qui sont orientés vers le haut que vers le bas. D'accord? Mais s'il y a présence d'un champ magnétique B, bien sûr, je dois définir une probabilité pour que le moment magnétique soit orienté vers le haut, je l'appelle dans ce cas P, et une probabilité pour que le moment magnétique soit orienté vers le bas, je l'appelle Q. La première question montrait que la variable aléatoire X est égale à 1, d'accord? Parce que ces résultats que j'obtiens ici sont des résultats aléatoires. Moi, je ne peux pas savoir est-ce que le moment magnétique va être orienté vers le haut ou vers le bas. Je ne peux pas le savoir. Mais je stipule qu'il y a une certaine probabilité pour qu'il soit orienté vers le bas et une certaine probabilité pour qu'il soit orienté vers le haut. Et c'est ça ce qu'on demande. On demande de calculer cette variable aléatoire, x est égal à n. Qu'est-ce que ça veut dire x est égal à n? Ça veut dire lorsque je parle d'un événement où n, petit n, moment magnétique, soit orienté par exemple vers le haut. C'est moi qui choisis est-ce qu'ils vont être orientés vers le haut ou vers le bas. D'accord? Moi, je vais choisir l'événement pour que n, moment magnétique, soit orienté vers le haut. Je l'appelle l'événement x. Et je vais montrer qu'il suit une loi binomiale de paramètres grand NP. Qu'est-ce que ça veut dire grand N? Grand N, c'est le nombre maximum, le nombre total de particules, de spin individu. Et P, c'est la probabilité, par exemple, pour que le moment magnétique soit orienté vers le haut. D'accord? C'est la première question. Et après, on demande de calculer sa moyenne et sa variance et son écart type. Donc, on va appliquer les définitions qu'on a déjà vues dans le chapitre 2. Après, on va essayer de calculer la valeur moyenne du moment magnétique total, c'est-à-dire du système entier, ainsi que cette dispersion. La dispersion ici, ce n'est que la variance. D'accord? La variance. Et on demande aussi de calculer le maximum de la distribution et montrer qu'elle est égale, pour n maximum, ce n'est que grand N fois P. Grand N, c'est le nombre total de particules, et P, c'est la probabilité pour que le moment magnétique soit orienté vers le haut. Pour cela, on est obligé, là je donne une idée, on est obligé d'annuler la dérivée logarithmique lorsqu'on cherche le maximum, c'est-à-dire on ne va pas chercher le maximum de la probabilité, mais le maximum du logarithme de la probabilité. D'accord? On va dériver le logarithme de la probabilité. Sinon, on ne peut pas le faire directement avec la probabilité. Et en même temps, en utilisant l'approximation de Stern. Ce qu'on a vu dans le cours. N factoriel est égal à n log de n moins n. Après, on demande d'étudier le comportement de log de P, d'accord? Log de P de n, pardon, log de P de n, pour que n, moment magnétique, soit orienté vers le haut, autour de ce maximum, autour de n max est égal à np. D'accord? Et montrer que la probabilité pour que n, moment magnétique orienté vers le haut, soit égale à une certaine probabilité en fonction, bien sûr, de n max fois l'exponentielle de c. Et montrer que cette formule est une bonne approximation de P de n dans toute la région où cette probabilité n'est pas négligeable. Ça veut dire que Pn max est égal à 1 sur racine, montrer que Pn max est égal à 1 sur racine de 2pi grand N PQ. D'accord? Donc, on passe à la correction. Notre système, il est idéal et il est constitué de n particules de spin induit. D'accord? Et chacun, il a un moment magnétique mesuré. Ces particules de spin 1,5, chaque particule, il a un certain moment magnétique mesuré. D'accord? S'il y a absence de champ magnétique, si B est égal à 0, il y a autant de moments magnétiques orientés vers le haut que vers le bas. Ça veut dire que dans ce cas, je parle d'une probabilité pour que
l'élément magnétique soit orienté vers le bas est égal à 1,5 et la probabilité pour que l'élément magnétique soit orienté vers le haut est égale à 1,5 aussi. Donc, on a autant d'éléments magnétiques orientés vers le haut que vers le bas. D'accord? Dans le cas où j'ai l'absence d'un champ magnétique. D'accord? Il n'y a aucune logique qui peut me dire que je vais trouver plus d'éléments magnétiques orientés vers le haut que vers le bas. Par contre, s'il y a présence d'un champ magnétique, ce champ magnétique, il va attirer des moments magnétiques vers lui. C'est-à-dire, il va attirer plus de moments magnétiques vers lui, vers le sens d'un champ magnétique. Alors, si B est différent de 0, on considère que P est la probabilité pour que le moment magnétique d'un spin soit orienté vers le haut, et Q, c'est la probabilité pour qu'il le soit vers le bas. Sachant que je ne peux trouver à l'aide de cet événement-là que deux résultats, soit P, soit Q. Autrement dit, P plus Q est égal à 1. D'accord? P plus Q est égal à 1. Et la loi binomiale, elle est définie par le cas où j'ai la somme j'ai que deux, c'est-à-dire l'événement où j'ai des tirages, que de tirages qui sont soit avec la probabilité P, soit avec la probabilité Q, telle que leur somme est égale à 1. D'accord? C'est ça la loi binomiale. J'ai qu'un binôme PQ. Dans le cas de n particules de spin 1,5, on suppose que n moments magnétiques soit orienté vers le haut, d'accord, avec la probabilité P, et le reste, qu'est-ce qu'il reste comme moment magnétique orienté vers le bas? C'est-à-dire, j'ai n particules, grand n particules, d'accord, moins le nombre que j'ai choisi moi-même, petit n, moment magnétique orienté vers le haut, avec la probabilité P. Donc, il me reste grand n moins petit n, moment magnétique orienté vers le bas. Alors, si je schématise le champ magnétique B qui a le même sens qu'un axe Z, par exemple, vers le haut, je dirais que j'ai n, petit n, moment magnétique orienté vers le haut, et chaque cas, je dis qu'il a une certaine probabilité P. Donc, le premier magnétique orienté vers le haut avec la probabilité P, le deuxième avec la probabilité P, le troisième avec la probabilité P, et le énième, petit énième avec la probabilité P. Donc, il reste grand N moins petit n qui sont orientés vers le bas. Mais cette fois-ci, avec la probabilité Q pour le premier, la probabilité Q pour le deuxième, la probabilité Q pour le troisième, la probabilité Q pour le dernier. Donc, voilà ce que je peux avoir. Si les moments magnétiques sont orientés vers le haut, c'est avec une probabilité P. S'ils sont orientés vers le bas, c'est avec une probabilité Q. Et le nombre total de moments magnétiques qui sont orientés vers le haut, c'est petit n. Et petit n, je ne le connais pas jusqu'à présent. D'accord? Je ne le connais pas. Donc, je suppose qu'il y a n moments magnétiques qui sont orientés vers le haut. Combien? Je ne peux pas le savoir. Combien vont être orientés vers le bas? Je ne peux pas le savoir. Mais je sais qu'il y a n moments magnétiques orientés vers le haut avec la probabilité P. Il y a grand n moins petit n moments magnétiques orientés vers le bas avec la probabilité Q. Donc, la probabilité d'apparition d'une configuration, je dis une seule configuration, c'est-à-dire un seul événement que j'appellerai par exemple A1. C'est quoi l'événement A1? C'est pour que n moment magnétique soit orienté vers le haut. D'accord? C'est-à-dire cet événement-là, je l'appelle A1. Qu'est-ce que ça veut dire A1? Ça veut dire le premier, le deuxième, le troisième, le nème sont orientés vers le haut. Et après, le n plus 1 ème, n plus 2, n plus 3 jusqu'à grand n sont orientés vers le bas. C'est ça l'événement A1. Là, je l'appelle l'événement A1. À quoi est égale la probabilité de cet événement-là? La probabilité de cet événement-là, P de x est égal à 1. Ça veut dire l'événement pour que n spin soit orienté vers le haut est égal à la probabilité de l'événement A1, je vais l'appeler A1, lorsque le premier spin est orienté vers le haut, le deuxième, la même chose, le énième, la même chose, mais le n plus 1 ème, il est orienté vers le bas, et le dernier, il est orienté vers le bas. Dans ce cas, je peux dire que la probabilité pour avoir l'événement A1, d'accord? L'événement A1, oui, je dois l'appeler A, c'est pas A1. L'événement A, pardon, je dois le corriger.
Donc, j'appelle ça l'événement A. Donc, la probabilité pour avoir n moments magnétiques orientés vers le haut, c'est-à-dire l'événement A, est égale à l'intersection de l'événement A1, l'événement A2, l'événement A1, l'événement A1 plus 1, l'événement A grand N. C'est quoi l'événement A1? C'est lorsque le premier spin est orienté vers le haut. D'accord? L'événement A2, c'est lorsque le deuxième spin est orienté vers le haut. L'événement AN, c'est lorsque le nème spin est orienté vers le haut. L'événement AN plus 1, c'est lorsque le N plus 1e spin est orienté vers le bas. L'événement AN, c'est lorsque le dernier spin est orienté vers le bas. D'accord? Donc, je peux faire, à partir de l'intersection, je peux faire le produit des probabilités à condition que les événements soient indépendants. Bien sûr, l'événement A1, l'événement A2, l'événement A3 sont indépendants. Il n'y a aucune relation entre l'événement pour que le premier spin orienté vers le haut, il n'est pas lié à l'événement, le deuxième spin orienté vers le haut. D'accord? Il n'y a pas de liaison entre l'événement A1, l'événement A2, l'événement AN plus 1, l'événement A grand N. Donc, ces événements-là sont indépendants. S'ils sont indépendants, je peux dire que la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. C'est-à-dire, c'est la probabilité de A1 fois la probabilité de A2 fois, etc. La probabilité de AN fois la probabilité de AN plus 1 fois la probabilité de A grand N. Donc, à corriger, là, ce n'est pas A1, mais l'événement A qui comprend tout ça. Ça, c'est l'événement A. D'accord? L'événement A, je peux l'avoir lorsque j'ai l'événement A1, c'est-à-dire le premier spin orienté vers le haut, l'événement A2, le deuxième spin orienté vers le haut, ainsi de suite, l'événement AN, A grand N, ou le dernier spin orienté vers le bas. D'accord? À quoi est égal l'événement A1? La probabilité de l'événement A1 est égale à petit p. A2, la même chose, est égale à petit p. AN est égal à petit p. Par contre, l'événement d'avoir, la probabilité d'avoir l'événement AN plus 1, c'est Q. Jusqu'à le dernier événement, c'est Q. Puisque ce sont des spins qui sont orientés vers le bas. Donc, P fois P fois P, N fois, c'est P puissance N. Et Q fois Q fois Q, N moins N fois, c'est Q puissance grand N moins petit n. C'est bon jusque-là? Vous me suivez? Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. N'oublions pas que ces particules sont identiques. D'accord? Ces particules sont identiques. Je ne peux pas distinguer entre un moment magnétique de A1, l'autre de A2, l'autre de A grand N, etc. Donc, ces particules sont identiques. Je ne peux pas distinguer entre leurs moments magnétiques, est-ce qu'ils sont vers le haut, vers le bas. Et je peux parler aussi que le nombre total de combinaisons pour que n moments magnétiques soient orientés vers le haut, parmi n particules, il sera la combinaison. D'accord? Parce que si je cherche combien de combinaisons j'ai en respectant petit n moment magnétique orienté vers le haut et grand N moins petit n moment magnétique orienté vers le bas. Donc, le premier événement, je l'appelle A. C'est celui-là. C'est-à-dire, les N premiers sont orientés vers le haut. Le reste sont orientés vers le bas. Je peux appeler le deuxième événement B. Je suppose que le premier, il est orienté vers le bas, mais le reste, c'est-à-dire de 2 jusqu'à N plus 1, sont orientés vers le haut. Là, j'ai respecté que petit n moments magnétiques sont orientés vers le haut. Et le reste ici, bien sûr, je dois retrancher un que j'ai supposé qu'il est orienté vers le haut. Que grand N moins petit n orienté vers le bas. Je peux avoir un autre événement que j'appellerai par exemple C. D'accord? Au lieu de prendre le premier vers le bas, je prends le deuxième. Donc le premier vers le haut, le deuxième vers le bas, le troisième vers le haut, jusqu'à n plus 1. Donc là, j'ai n, mon magnétique orienté vers le haut. Là, il me reste grand N moins petit n moins 1 orienté vers le bas. Je peux prendre le troisième, le quatrième, le cinquième vers le bas, ainsi de suite. Donc,
comme si je fais un calcul du nombre de choix que je peux avoir avec des boîtes de petit n, sur grand N. Sachant que ces n sont identiques, d'accord, sont identiques, dans ce cas, je fais appel à la combinaison. Comme j'ai dit en cours, que lorsque les particules sont, ou les objets sont identiques, je fais appel à la combinaison. S'ils ne sont pas identiques, je fais appel à l'arrangement. Et du fait que ici les particules sont identiques, donc le nombre total de combinaisons ou de choix que je peux faire, c'est grand N sur petit n sur grand N, c'est-à-dire combien de boîtes je peux avoir avec n moment magnétique orienté vers le haut sur les n particules, les grands n particules. D'accord? Et chaque événement, j'ai dit qu'il est égal à P puissance n fois Q puissance grand N moins petit n, que je dois multiplier ici. Donc, chaque événement est là, cette probabilité, P puissance n, c'est-à-dire le moment magnétique orienté vers le haut, c'est petit n. Le moment magnétique orienté vers le bas, c'est grand N moins petit n. Je fais le produit. Et le nombre total de choix que je peux avoir, c'est petit n sur grand N. On est d'accord? Et en mathématiques, une loi binomiale de paramètre NP, c'est la loi où on ne peut avoir que deux résultats d'un tirage. Avec bien sûr la condition est que P plus Q est égal à 1. Si je fais des tirages et je ne trouve que deux résultats, le premier résultat, supposons qu'il est avec la probabilité P, le deuxième avec la probabilité Q, et bien sûr, la condition de normalisation, c'est la somme des probabilités égale à 1. Là, j'ai que deux probabilités P et Q, donc leur somme est égale à 1. Et là, c'est la loi binomiale de paramètres N et P. D'accord? N, c'est la condition que j'ai posée sur le moment magnétique orienté vers le haut. Et P, c'est la probabilité pour qu'un moment magnétique soit orienté vers le haut. Donc, je tombe sur ce qu'on appelle la loi binomiale. D'accord? Et je peux aussi rappeler la loi binomiale concernant, comme je l'ai expliqué la dernière fois dans la première série, concernant la somme de deux nombres puissance n. D'accord? Là, je fais appel aussi à la loi binomiale en remplaçant P et Q par 1. On est d'accord? Et après, on cherche la moyenne, on demande de chercher la moyenne d'une variable aléatoire x. D'accord? D'une variable aléatoire x. Alors, une variable quelconque aléatoire x, par définition, en appliquant le principe ergodique, c'est la somme de i est égal à 0 jusqu'à grand N de i fois pi. D'accord? I est égal à 0, c'est-à-dire aucun moment n'est orienté vers le haut, jusqu'au dernier cas où je trouve grand N, tous les moments sont orientés vers le haut. I, pi de i. D'accord? Donc, je remplace pi de i par sa valeur que j'ai trouvée ici. X est égal à i, par exemple. D'accord? Je remplace i par sa valeur. Et je trouve que c'est la somme de i est égal à 0 jusqu'à grand N de i fois la combinaison de i sur n, p puissance i, q puissance grand N moins i. Et là, je me bloque. Je ne peux pas calculer cette somme. Que si je remarque que la dérivée de cette somme, elle est calculable et je peux retrouver cette forme-là. D'accord? Alors, si je calcule la dérivée de la loi binomiale, c'est-à-dire de cette probabilité-là, si je calcule cette dérivée, c'est égal à quoi? Par rapport à P. C'est égal à quoi? C'est pour ce premier terme, ce dernier terme, il ne dépend pas de P, donc je le prends comme des constantes. Il reste que P puissance I à dériver. Et la dérivée de P puissance I par rapport à P, c'est I fois Pi I moins 1. Donc, c'est I fois Pi I moins 1. Et le reste, ce sont des constantes par rapport à P, parce que je fais ici une dérivée partielle. Et la définition d'une dérivée partielle, c'est-à-dire je dérive la fonction en considérant que toutes les autres variables sont des constantes. D'accord? Sont des constantes. Donc, je dérive par rapport à la variable P en considérant que les autres variables I et Q sont des constantes. On est d'accord? Donc, on trouve I fois Pi moins 1, Q
grand N moins I. Donc, PI moins 1, je peux l'écrire comme quoi c'est 1, je peux écrire que PI moins 1, c'est P puissance I fois somme, puisque la somme ne dépend que de I. Donc, je peux faire sortir 1 sur P de la somme. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste I fois CI N PI Q grand N moins I. Et ça, c'est quoi? Ce que je cherche, ce que j'ai ici, c'est-à-dire la valeur moyenne de la variable aléatoire X. D'accord? Donc, 1 sur P fois la valeur moyenne de X. Ainsi, X en moyenne, à quoi est égal? La moyenne de cette variable aléatoire est égale à P fois la dérivée par rapport à P de cette somme. Donc, P fois la dérivée par rapport à P de cette somme. Je me suis trompé encore. De CIN. Je fais des copier-coller et parfois j'oublie de supprimer I. D'accord? Donc, là, il faut supprimer I. Donc, c'est la dérivée par rapport à P de la somme de I est égal à 0 jusqu'à grand N de CIN P puissance I Q puissance grand N moins I. Et ça, c'est quoi? La somme de I est égal à 0 à N de CIN P puissance I Q puissance grand N moins I, ce n'est que P plus Q puissance N. D'accord? C'est P plus Q puissance N. Donc, je dérive cette fonction-là, toujours la dérivée partielle, ça veut dire que je considère que toutes les autres variables sont constantes, ça veut dire Q ici, je la considère comme constante et je dérive que P par rapport à P. Donc, je trouve c'est N fois P plus Q puissance N moins 1. Sachant que P plus Q est égal à 1, parce que j'ai une loi binomiale telle que la somme des probabilités est égale à 1, je remplace P plus Q puissance 1 et 1 puissance grand N moins 1, c'est 1, donc il reste que P fois N. Donc, la valeur moyenne de la variable aléatoire X, ce n'est que N fois P. D'accord? Des questions? Monsieur, Oui. monsieur, comment on a obtenu P plus Q à la puissance grand N? Répétez la question. P plus Q à le tout à la puissance N. P plus Q Comment à la puissance N. Ah, là c'est la loi binomiale, comme je l'ai expliqué dans la série 1. Dans la série 1, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la somme, je reviens à la série 1, je ne sais pas si je l'ai ou pas. Je vais essayer de la revoir. Est-ce que je l'ai toujours? Je ne me rappelle plus. Correction TD1. Là. Non, c'est pas où ce que je l'ai. Bon, je reprends un petit peu. Là, j'ai dit la dernière fois que la loi binomiale, si je veux calculer A plus B puissance N, A plus B puissance N, c'est quoi? C'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à grand N de C N I fois A puissance petit n fois puissance petit i, pardon, fois B puissance grand N moins I. Vous vous rappelez de cette formule? La loi binomiale? Oui, monsieur. D'accord. Ce que j'applique ici, je n'ai pas trouvé la série 1, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ce que j'ai trouvé ici, P plus Q puissance N, c'est quoi? C'est la somme de I est égale à 0 jusqu'à grand N. Là, il n'y a pas de I parce que je me suis trompé. C'est IN fois P puissance I fois Q puissance grand N moins I. Là, cette somme-là, puissance N, ce n'est que la somme de I est égal à 0 à grand N de CIN P puissance I Q puissance grand N moins I. Et j'ai expliqué la dernière fois, si je remplace N par 2, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver C0,2
fois P puissance 0, c'est 1, fois Q puissance 2 moins 0, c'est au carré, et C2, 0, c'est 1. Donc, je trouve Q au carré. D'accord? Alors, le deuxième terme, je remplace la I par 1. C'est Cn1 est égal à 2 fois P puissance 1 fois Q puissance 2 moins 1, c'est 1. Donc, je trouve 2 fois PQ. Et le troisième terme, je remplace N par 2 et I par 2. J'en trouve la combinaison est égale à 1. Et P puissance 2 et Q puissance 0. Donc, P au carré. Donc, je trouve A au carré plus B au carré plus 2A. Pardon, dans ce cas-là, P au carré plus Q au carré plus 2PQ. D'accord? C'est P plus Q au carré, par exemple. Ça, je l'ai appliqué pour P plus Q au carré. Je le fais de même pour une puissance quelconque. Donc, chaque fois, je dis que la loi binomiale, ou le triangle qu'on appelle le triangle de Pascal, avec le triangle de Pascal, on peut aussi trouver à quoi est égal P plus Q puissance n, qui est égal à la somme de i est égal à 0 jusqu'à grand n de CIN fois P puissance i fois Q puissance grand n moins i. D'accord? Et bien sûr, là, je n'ai pas le droit de le remplacer directement par 1, parce que je cherche toujours sa dérivée. Pour moi, c'est une fonction qui est variable jusqu'à présent. Je cherche la dérivée. Lorsque je trouve la dérivée, c'est dérivée de P plus Q puissance n par rapport à P, c'est n fois P plus Q puissance grand n moins 1. Et là, j'ai fini. Je ne cherche plus la dérivée. Je peux remplacer P plus Q est égal à 1. Car si je le remplace ici, je trouve 1 et la dérivée de 1 par rapport à P, c'est 0. Donc, je trouve une variable qui est égale à 0, ce qui est faux. D'accord? La moyenne des variables est égale à 0, ce qui est faux. Donc, je ne peux remplacer P plus Q est égal à 1 qu'à la fin du calcul, où j'ai plus la recherche de la dérivée de cette fonction. D'accord? Et je trouve que la moyenne de cette variable aléatoire, c'est n fois. C'est bon, je continue? Oui, monsieur, merci. Alors, la variance. La variance, par définition, que j'ai donnée en cours, c'est la moyenne de x moins la moyenne de x, la moyenne totale de x moins sa moyenne, le tout au carré. D'accord? Le tout au carré. Et lorsque je calcule le carré, je cherche la moyenne du résultat. C'est ça, la variance de x. Donc, je cherche les fluctuations que je peux avoir entre x et sa moyenne, et je le mets au carré, parce que les fluctuations qui m'intéressent, ce sont des fluctuations qui sont positives. D'accord? Qui sont positives. Et après, lorsque je trouve ce résultat-là, les fluctuations de x moins sa moyenne au carré, je cherche la moyenne du résultat. C'est ça la variance. C'est ça la définition de la variance. On a expliqué qu'en cours que la variance x, je peux l'écrire sous la forme de x au carré, la moyenne de x au carré, moins x, la moyenne de x, le tout au carré. Donc, je calcule x au carré, je cherche la moyenne, moins la moyenne de x, le tout au carré. D'accord? Pour chercher la moyenne de x au carré, j'applique toujours le principe ergodique, qui me dit que c'est la somme de i est égale à 0 jusqu'à grand n de i au carré puis de i. Donc, la fonction que j'ai ici, je la remplace là. D'accord? I au carré fois pi de i. Par contre, là, je cherche la moyenne de x comme je l'ai fait ici. D'accord? C'est la somme de i est égale à 0 grand n IPI. Voilà, IPI. Le tout au carré. Et ça, je l'ai déjà trouvé. C'est NP. Donc, je la remplace par NP. NP au carré. Mais le premier terme, je dois le chercher. C'est-à-dire la somme de i est égale à 0 jusqu'à grand n de i au carré CIN PI P puissance i Q puissance grand n moins i, je dois le trouver. Et ça, je ne peux, normalement, cette somme, c'est impossible de la calculer. Que si je remarque que la dérivée seconde, ça peut me donner des résultats. Comme je l'ai fait ici, que j'ai remarqué que la dérivée première, ça m'a donné des résultats. Là aussi, je vais essayer pour faire apparaître i au carré. Pourquoi j'ai fait ici la dérivée première de la loi binomiale? Puisqu'elle est la loi binomiale. Elle est là. D'accord?
J'ai fait la dérivée pour faire apparaître le i. Voilà, pour faire apparaître le i que j'ai ici. D'accord? Pour faire apparaître le i. Et là, je dois faire la dérivée seconde de la loi binomiale pour faire apparaître le i au carré. On est d'accord? C'est ça le but. Pour faire apparaître le i au carré. Pour faire apparaître cette somme-là. Avec i au carré, c'est in, p puissance i, q puissance grand n moins i. Alors, là aussi, on cherche la dérivée seconde. De quoi? De la loi binomiale. De la somme de i est égal à 0 avant n, de si in, p puissance i, q puissance grand n moins i. Donc, la dérivée seconde par rapport à p au carré. À quoi est égale cette dérivée seconde? Est égale à la dérivée première de la dérivée que j'ai déjà trouvée. D'accord? Que j'ai déjà trouvée. Ou bien je le refais, aucun problème. Puisque je l'ai déjà trouvé, voilà. Dérivée par rapport à P de cette somme binomiale, je l'ai déjà trouvé, c'est I fois CN, P puissance I moins 1, P puissance grand N moins I. D'accord? Donc, je dérive une autre fois cette dérivée pour avoir la dérivée au carré. Là aussi, je fais une dérivée partielle, ça veut dire toutes les autres variables de CN, de I et Q sont des constantes. D'accord? Sont des constantes. Et je dérive ça par rapport à P. Ça me donne quoi? Ça me donne P puissance I moins 1, c'est dérivé par rapport à P, c'est I moins 1 fois P puissance I moins 2. Donc, j'ai déjà I fois I moins 1 fois P I moins 2. Non. Là, I moins 2, je me suis trompé encore. Normalement, c'est I moins 2 et c'est P puissance I fois P puissance moins 2 que j'ai ici, 1 sur P au carré. Malheureusement, si j'ai sur Word, je peux le corriger facilement. Mais sur le PDF, c'est impossible. Donc, là, il faut supprimer le moins 1. D'accord? Donc, ça donne I facteur de I moins 1, Cn, P puissance I, Q puissance grand N moins I. D'accord? Et I facteur de I moins 1, c'est quoi? C'est I au carré moins I. Donc, le premier terme, c'est la somme de I fois, bien sûr, 1 sur P au carré. La somme de I est égale à 0 jusqu'à grand N. I au carré, c'est IN, P puissance, c'est I. Je me trompe toujours, j'ai oublié de supprimer le moins 1. P puissance I fois Q puissance N moins I. Moins 1 sur P au carré, I fois CIN fois P puissance I fois Q puissance N moins I. D'accord? Cette formule, je l'ai déjà trouvée. Je l'ai déjà trouvée. La somme de I est égale à, où est-ce qu'il est? La somme de I est égale à 0 jusqu'à N de I, C, N, etc. La voilà. D'accord? La voilà. J'ai déjà trouvé qu'elle est égale à, où est-ce qu'il est? À NP. D'accord? Parce que c'est la moyenne de la variable aléatoire X. Alors, voilà, je la remplace par NP. NP. Alors, où est-ce que je suis? Donc, j'ai dit c'est 1 sur P au carré, etc. I au carré, si N, là, c'est P puissance I, moins 1 sur P au carré, etc. Donc, la variance de X, c'est quoi? La variance de X, j'ai dit que c'est cette somme-là, d'accord? Cette somme-là, qui est ici. Donc, je fais passer plus 1 sur P au carré, la somme de I, si IN, P puissance I, Q, N moins I de l'autre côté. Donc, ça donne, et bien sûr, fois P au carré. Ça donne P au carré, la dérivée par rapport au carré par rapport à P au carré de la somme binomiale, plus je fais passer cette somme-là de l'autre côté. D'accord? Cette somme-là de l'autre côté. Plus la somme de I est égale à 0 jusqu'à grand N. P puissance I. Le problème que lorsque je fais des copier-coller, parfois j'oublie de supprimer un terme.
Donc, la variance, c'est la somme des i au carré. Je remplace la somme des i au carré par p au carré, la dérivée par rapport seconde de ça, ce que je fais ici. Normalement, plus, voilà, plus c'est in, la fois i, pardon, j'ai oublié d'ajouter i, p puissance i, q puissance grand n moins i. D'accord? Voilà, oui. Je dois. Là, c'est i. J'ai oublié d'ajouter i, que j'ai ici. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la moyenne de x qui est égale à np. Donc, je le remplace par np. Et là, comme vous le voyez ici, c'est moins np le tout au carré que j'ai ici, ce terme-là. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dérivée seconde par rapport à p de la somme binomiale. Donc, je viens ici et je remplace sa somme binomiale par p plus q puissance n. Et je cherche sa dérivée seconde. Cette dérivée seconde est égale à quoi? Est égale à n, facteur de n-1, de p plus q puissance n-2. Et bien sûr, p plus q, je le remplace par 1. Il reste p au carré que j'ai ici, fois n, c'est n au carré, moins p au carré fois n. Donc, le voilà, p au carré, n au carré, fois p au carré moins n, c'est le premier terme, plus np, que j'avais ici, plus np, moins np le tout au carré, ça veut dire moins n au carré, p au carré. Donc, je peux simplifier n au carré, p au carré par p au carré, n au carré. Donc, il me reste que np, facteur de 1 moins p. Et 1 moins p est égal à quoi? Est égal à q. Donc, n fois p, facteur de 1 moins p, je le remplace par q. Donc, ça me donne à la fin n fois p fois q. Là, c'est la variance de la variable aléatoire x. Et l'écart type, ce n'est que la racine carrée. D'accord? La racine carrée de la variance, c'est racine carrée de npq. Donc, je vais essayer de corriger ces petites erreurs. Lorsque je fais des copier-coller, parfois j'oublie de supprimer, par exemple, là j'ai le i et que je n'ai pas supprimé, etc. Donc, à revoir, et je vais vous envoyer le TD corrigé. Alors, et après on demande la valeur moyenne des moments magnétiques total du système entier. Alors, sachant que les particules sont identiques, le moment magnétique total à quoi est égal? Est égal au moment magnétique de la première particule que j'appellerai μ1 plus la moyenne des moments magnétiques de la particule 2 plus, etc. jusqu'à le moment magnétique, la moyenne des moments magnétiques de la particule n. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Oui, monsieur. C'est quoi la signification de variance et l'écart type? Variance, c'est quoi? Et l'écart type. L'écart type. L'écart type, pas sigma. Ah, l'écart type. L'écart type, ce que j'ai dit ici, que voilà. La variance, je l'expliquais ainsi. C'est la différence ou c'est la dispersion, ou ce sont des fluctuations de mesure. Lorsque je cherche la variance, je cherche les erreurs que je peux effectuer sur des mesures. D'accord? Là, la définition de la variance, c'est x moins sa moyenne, le taux au carré, puis je cherche la moyenne de tout. D'accord? Pourquoi je cherche la variance et après l'écart type? L'écart type, c'est la racine carrée. Normalement, l'écart type, je peux le calculer directement avec x moins la moyenne de x. Mais x moins la moyenne de x, je peux trouver des valeurs positives comme des valeurs négatives. Ça veut dire que je peux trouver des erreurs positives comme je peux trouver des erreurs négatives. Et les erreurs sont toujours positives. C'est pourquoi ce que je fais ici, je cherche la variance avec le carré et après je fais la racine carrée pour ne trouver que des valeurs positives. D'accord? Normalement, l'écart type, ce sont ces fluctuations qu'on peut faire sur des mesures quelconques. D'accord? Et ce sont les erreurs qu'on peut effectuer. Et les erreurs qu'on peut effectuer, bien sûr, je cherche les fluctuations entre une variable quelconque x et sa moyenne.
je le mets au carré, je cherche sa moyenne, d'accord? Et après, je mets la racine carrée de ce résultat pour ne trouver que les erreurs ou les fluctuations positives. On est d'accord? Ok, d'accord, monsieur. Je passe. Alors, comme je dis ici, que le moment magnétique total d'un système, qui est composé ici de grand N particules, le moment magnétique total, et sa moyenne, c'est la moyenne de la première particule, deuxième jusqu'à la énième, que je peux écrire sous la forme la moyenne de, peu importe, normalement je dois écrire la somme de I est égale à N, I est égale à 1 jusqu'à N, la moyenne de mi U, mais peu importe, d'accord? Parce que la somme des moyens, c'est la moyenne de la somme. Donc, c'est la même chose. Donc, ça fait la moyenne de la somme de I est égale à 1 jusqu'à grand N mi U, d'accord? Que je peux faire sortir de la moyenne. Il reste la moyenne de I est égale à 1 jusqu'à grand N de mi U, que j'ai ici, mi 1 plus mi 2, etc. Du fait que ces particules sont identiques, d'accord? Il n'y a aucune raison, aucune logique qui peut me dire que le moment magnétique, la moyenne du moment magnétique du premier, il va être différent du second, il va être différent du dernier, etc. C'est-à-dire, toutes ces moyennes sont les mêmes. Donc, je les remplace par une certaine moyenne d'un certain moment magnétique mi de I, qui peut être mi 1 ou mi 2, etc., puisqu'ils sont égaux. Donc, c'est n fois la moyenne de mi de I. Avec mi de I, c'est quoi? En moyenne. Mi de I, c'est toujours en appliquant le principe ergodique, c'est la somme sur, là je ne donne pas les bornes, parce que je ne sais pas combien j'ai des résultats de l'événement. D'accord? Normalement, je dois donner ici, puisque j'ai deux résultats, je peux dire que de I est égal à 1 jusqu'à 2. D'accord? Puisque je ne peux avoir que deux résultats de l'événement ici. Soit le moment magnétique orienté vers le haut, soit vers le bas. Mais je le laisse comme ça. J'applique le principe ergodique, toujours en faisant une somme, et je vais voir combien j'ai des résultats. Et chaque résultat, quelle est sa probabilité? Pour que le résultat soit mi-0, ça veut dire que j'ai un moment magnétique orienté vers le haut. Avec quelle probabilité? Probabilité P. Dans le deuxième cas, le moment magnétique, s'il est orienté vers le bas, il doit être égal à moins mi-0 avec la probabilité Q. Donc, je vais avoir P mi-0 plus Q moins mi-0. Ça veut dire si je mets mi-0 en facteur, c'est mi-0 facteur de P moins Q. D'accord? P moins Q. Je viens ici, je remplace mi-U en moyenne par mi-0 P moins Q. Donc, le moment magnétique total, c'est quoi? C'est N facteur de N mi-0 facteur de P moins Q. D'accord? La dispersion, on demande de chercher la dispersion du moment magnétique. La dispersion, c'est quoi? La dispersion de M, c'est l'amplitude des fluctuations qui peuvent avoir lieu entre les valeurs M et leur moyenne. C'est-à-dire, c'est la variance. D'accord? C'est la variance. Alors, la variance de M, c'est quoi? C'est la moyenne de M moins sa moyenne, le tout au carré. On cherche la moyenne de tout. Je remplace M par la somme sur I de mi de U. D'accord? Et je remplace sa moyenne par la moyenne de la somme sur I de 1 jusqu'à grand N de mi de I. D'accord? Je mets tout au carré et je cherche la moyenne du résultat. C'est bon? Donc, je peux faire sortir la somme. Je dis que puisque la moyenne de la somme, c'est la somme des moyennes, si j'ai A plus B, je cherche leur moyenne, c'est la moyenne de A plus la moyenne de B. Donc, la moyenne de la somme, ce n'est que la somme des moyennes. Donc, la somme de mi-U moins la moyenne de mi-U, le tout au carré. Donc, j'appelle ce qui est en parenthèse ici par delta mi-U. Lorsque je dis delta mi-U, ça veut dire c'est la valeur du moment magnétique moins sa moyenne, le tout au carré. À quoi est égale la somme de I est égale à 1 jusqu'à un grand N de la moyenne de delta mi-U, le tout au carré? C'est le delta mi-1, si je remplace I par 1, plus delta mi-2, en remplaçant I par 2,
plus jusqu'à delta mu n en remplaçant I par n, le tout au carré. En moyenne, bien sûr. On cherche en moyenne. Et ça, c'est quoi? C'est ce produit-là, le produit, là, ça au carré, c'est ce terme-là fois lui-même. Ça veut dire delta mu 1 plus delta mu 2 plus delta mu n fois la même chose, delta mu 1 plus delta mu 2 plus delta mu n. Si je veux l'écrire sous la forme d'une somme, ça va être ainsi. C'est la somme de i est égale à 1 jusqu'à grand n de delta mu u au carré. Ça veut dire delta u1, delta mu 1, c'est delta mu 1 au carré. Mi 2, c'est delta mi 2 au carré. Mi n, c'est delta mi n au carré. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le produit de delta mi 1 fois delta mi 2 fois delta mi 3, etc. Delta mi 1 fois delta mi 2 fois delta mi 1 fois delta mi n, etc. Donc, c'est la somme de i est égale à 1 et j est égal à 1 jusqu'à grand n de delta mu u, delta mu j, sachant que i est différent de j. Parce que i est égal à j, je l'ai déjà ici. D'accord? J'ai déjà fait le produit des termes qui se ressemblent. Donc, je dois retrancher ce terme-là. Et, bien sûr, je cherche la moyenne de tout. La moyenne de la somme. Et la moyenne de la somme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la somme des moyennes. Donc, je peux dire que c'est la somme de i est égale à 1 jusqu'à grand n de delta mu 1, mu u au carré. Je cherche sa moyenne. Plus la somme de i est égale à 1, j est égal à 1, sachant que i est différent de j, jusqu'à grand n de delta mu 1, mu u, la moyenne, fois la moyenne de delta mu j. Je commence par chercher la moyenne de delta mu u, qui est égale à quoi? Qui est égale à mu u fois la moyenne de mu u. Pardon, moins la moyenne de mu u. Et je cherche la moyenne de résultat. D'accord? À quoi est égale la moyenne de mu u? C'est la moyenne de mu u. À quoi est égale la moyenne de mu u? C'est la moyenne de mu u. La moyenne du moyen, c'est la moyenne. Donc, je remplace la moyenne de mu u par la moyenne de mu u. Et mu u en moyenne moins mu u en moyenne, c'est 0. Donc, ça veut dire que ce deuxième terme-là est égal à 0. Il me reste que le premier terme. On est d'accord jusque-là? Y a-t-il des questions? Non? Alors, je continue. Puisque le deuxième terme est égal à 0, celui-là, je vais essayer de calculer le premier terme. Je commence par chercher la moyenne de delta mu u au carré. À quoi est égale la moyenne de delta mu u au carré? Toujours en appliquant le principe ergodique, d'accord? La somme de pi delta mu u au carré, pi, je ne sais pas combien j'ai les probabilités, mais dans ce cas, j'ai que 2. Le premier résultat, c'est delta mu 0 au carré avec la probabilité P. Et le deuxième résultat, c'est moins delta mu 0 au carré avec la probabilité Q. Donc, je remplace delta mu 0 au carré par mu 0 moins la moyenne mu 0, le tout au carré. Plus Q, je remplace ici aussi moins la moyenne de delta mu 0 au carré par moins mu 0 moins la moyenne de mu 0, le tout au carré. On est d'accord? Ce qui donne, je remplace ici mu 0 la moyenne par quoi? Par P moins Q mu 0, que j'ai déjà trouvé ici. Voilà. La moyenne, où est-ce qu'il est? La moyenne de mu U, c'est mu 0 facteur de P moins Q. D'accord? Donc, je reviens, c'est la moyenne toujours des moments magnétiques, quelle que soit la particule. Toutes les particules ont la même moyenne de leur moment magnétique. Donc, je reviens ici, je remplace la moyenne de mu 0 par P moins Q mu 0. Donc, je vais avoir P que j'ai ici, facteur de mu 0 moins P moins Q mu 0. La même chose pour le deuxième terme, Q facteur de mu 0, moins mu 0 moins
P moins Q mesure. Et j'ai moins, le carré, ça donne plus. D'accord? Ce n'est pas la peine de laisser moins et moins. Donc, je passe, puisque j'ai le carré, je vais les mettre plus. Alors, le premier terme à quoi est égal? Égal à P, je peux faire sortir mu0 au carré de ce qui est en parenthèse. Donc, c'est P mu0 au carré, facteur de 1 moins P plus Q. Facteur de 1 moins P plus Q, le tout au carré. Pour le deuxième terme, je fais sortir aussi mu0 au carré, c'est Q mu0 au carré, plus P moins Q mu0 au carré, d'accord? Donc, je fais sortir mu0 au carré. Donc, facteur de 1 plus P moins Q. Facteur de 1 plus P moins Q, le tout au carré. 1 moins P à quoi est égal? 1 moins P, c'est Q. Donc, je peux le remplacer ici. Q plus Q, ça fait 2 fois Q, le tout au carré. Et 1 moins Q, c'est P. Et P plus P, ça fait 2 fois P. Donc, je trouve 2P, le tout au carré. Donc, si je mets en facteur 4 P, Q, mu0 au carré, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici Q et ici P. Donc, c'est P plus Q. Et P plus Q, ce n'est que l'unité. Parce que la somme des probabilités, c'est la condition de normalisation, est égale, P plus Q est égal à 1. Donc, je trouve que la dispersion est égale à 4 dispersions. Pardon, ce n'est pas la dispersion. C'est delta mu au carré au moyen, c'est 4 PQ mu0 au carré. Donc, la dispersion, c'est quoi? La dispersion, c'est M moins sa moyenne de tout au carré et la moyenne de tout. Et il ne reste que le premier terme que j'ai ici, parce que le second est égal à 0. C'est la somme de i est égale à 1 jusqu'à grand N, de delta mu au carré, que j'ai trouvé est égal à 4 q mu0 au carré, puisque je mets toutes les moyennes sont les mêmes, et la somme de i est égale à 1 jusqu'à n, c'est n fois. Donc, ça fait 4n pq mu0 au carré. Voilà quoi est égale la dispersion des moments magnétiques M du système total. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici. On laisse la 4e question pour la prochaine fois. En même temps, essayez de réviser cette série. Et bien sûr, si vous avez des questions, on peut les reprendre la prochaine fois. On est d'accord?